recyclage. On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'actu de la semaine. On est à la maison, on est toujours... Il a pas de temps à perdre, Jean, ce soir. Non, non, mais on est hop, très hop. légèrement en retard, mais on s'en fout. Non, la caméra, faut pas te mettre sur le fauteuil vide. On est toujours accompagné d'Antoine Bristiel, a.k.a. Docteur Bristiel, Léa Chamboncel et Malek, délégué. Chers amis, on va parler de l'actualité de la semaine. Avant ça, je voudrais vous remercier tout particulièrement, vous, de continuer à soutenir Backseat, cette émission qui a besoin de vos dons pour continuer à pouvoir être produite, pour pouvoir continuer à vous régaler tous les jeudis soirs. N'hésitez pas à venir sur le Kiss Kiss Bank Bank pour participer au financement et pourquoi pas rejoindre le Club Backseat qui vous donne l'opportunité de venir gratuitement dans le public de l'émission et vous aurez une très belle carte dans votre portefeuille, une carte de membre du club. Et vous pouvez également nous retrouver sur le WizEven pour prendre vos places et venir ici dans le public de l'émission, venir assister à l'émission et profiter d'un buffet offert après l'émission. Merci pour votre soutien, chers amis. En matière d'actualité de la semaine, on voulait commencer par parler des élections européennes, tête de liste, liste et premier meeting. Ça y est, ça commence à s'échauffer du côté de la campagne européenne. Pourquoi tout le monde s'en branle? Ça va être ça la question qu'on va se poser. Je rappelle que les élections européennes, c'est le 9 juin prochain. Le premier débat, c'était tout à l'heure, cet après-midi, sur Public Sénat. Le Rassemblement national a fait son premier meeting, c'était le 3 mars à Marseille. Le week-end dernier, c'était au tour de Marion Maréchal pour Reconquête. Et surtout, vous le voyez derrière moi, le meeting de Valérie Hayé, la tête de liste pour le groupe Renaissance, donc qui représente la majorité Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez suivi ces meetings de début de campagne européenne ou est-ce que vous êtes complètement passé à côté? Ouais, j'ai maté ça. Meeting de quoi? T'as maté ça, toi, Malek? J'ai maté, ouais, je Lequel? sais. Mon week-end était pourri. J'ai maté celui de Valérie Ayé, on dit. Ça se prononce Ayé? Ayé. Ok. J'ai maté aussi celui de Marion Maréchal. Ok. Je sais, je m'éclate. Bah, c'est pour le boulot, hein. Super week-end, du coup. Et non, pourquoi tout le monde s'en branle? Parce qu'en même temps, ils ne nous donnent pas trop envie Enfin, c'est pas très hypant, là, ce qu'ils nous proposent les candidats. J'ai trouvé ça très creux. Est-ce que c'est les candidats qui sont pas hypants? Alors, Valérie Ayé, par exemple. Les candidats, déjà, Valérie Ayé, c'est le choix par défaut. Ah ouais? Ouais. Pourquoi alors elle a été choisie? Bah, qui t'aurait mis Mais à la bonne place? question. Bah attends, mais t'as plus d'un prétendant. Bah, t'en as qui ont refusé, il y en a qui ont annoncé qu'ils avaient refusé. Ah ouais, donc eux-mêmes s'en branlent. Je crois qu'il y a des ministres en poste qui on a proposé de porter la liste et qui ont je sais plus qui, mais j'ai. Bah, Séjourné, il a dû dire bah non, je suis ministre des Affaires étrangères. Ouais, mais je Donc, crois non. que d'autres. Jean-Clément Beaune. Donc t'as ça et attends, puis. mais Clément Beaune, il a la manœuvre sur le projet. Ok. Bah waouh. Ok. Et surtout, il fallait aussi un nom qui convienne à François Bayrou, à Édouard Philippe. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait Bayrou qui Bah faisait ouais. des cacas nerveux, Eh j'avais bah oublié oui. ça. Ouais, mais c'est pas fini. Et ils étaient au premier rang, les gars, tu Et vois. donc là, ils s'engueulent sur la liste? Ah oui. Ouais. Quel bonheur. Puis c'est aussi porter la responsabilité de la déroute à venir quand même. C'est que là, si tu prends la tête de la liste Renaissance pour les Oui. européennes, t'as quand même une chance de. Tu crois pas qu'ils font une porter les Pécresse ou une. Il y a quelqu'un dans le score chat égaux. qui demande pourquoi faudrait-il que les politiques soient hypants? Je préfère qu'ils soient compétents et défendent mes idées. Mais c'est en ça que je veux que ce soit hypant. J'ai envie d'être hypé avec du fond et j'ai trouvé ça très creux dans le fond. Bah, y a Parce qu'à la pas de limite, les problème, personnes, on s'en branle, clairement. Mais j'ai trouvé ça très creux. Le discours de Valérie Ayé, bon, le discours de Marion Maréchal, vous reprenez le même en 2027 dans la campagne présidentielle. Et puis voilà, le problème de la société, c'est l'immigration et rien que l'immigration. Bon, bah voilà. Après, je On a sais fait le pas tour. si c'est hypant ou pas, mais on a quand même des identités politiques très fortes avec les têtes de liste qu'on a. On a Manon Aubry qui représente très très bien la France Insoumise. Oui. On a Marie Toussaint qui représente très bien l'écologie politique et cette mouvance-là très particulière. Raphaël Glucksmann qui représente très bien la social-démocratie. Ces gens-là sont assez incarnés, je veux dire. Ça, on en rediscutera. Bah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est très clair entre alors Manon Aubry, c'est très clair, tu vois. Ouais. Et Manon tu vois, Aubry, par elle sait où elle exemple, va. Glucksmann et tout ça, on aurait pu faire une seule et unique liste à mes yeux, tu vois. Mais t'as aussi de la désillusion de manière plus globale. Toussaint et Aubry aux aussi. élections européennes. Aussi. Finalement, Antoine. Si tu demandes aux gens à quoi va servir leur vote au moment des élections européennes, je suis pas certain que t'en aies beaucoup qui vont te dire vraiment à quelque chose de substantiel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, dans les dernières enquêtes, tu vois que t'as à peu près
42%, je sais pas à peu près du coup, tu as 42% des électeurs qui sont absolument certains d'aller voter au moment des européennes. Et c'est un bon score ou un mauvais score, C'est ça? exactement la même chose qu'en 2019 à la même période. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'en termes d'intérêt, c'est beaucoup plus faible qu'en 2019. Donc tu as une sorte de désillusion, des gens qui te disent à peu près au même niveau. Je vais voter, mais je sais pas mais pour globalement, même encore plus que je sais pas pour qui, mais ça servira pas à grand chose. Je sais pas pourquoi, ouais, d'accord. Il n'y a pas d'entrain derrière le vote. Dans les personnalités aussi, Valérie Ayé, je la connais peu, mais elle m'a l'air de bien incarner le macronisme. Elle a l'air assez dans la droite ligne de ce que pense Emmanuel Macron. Jordan Bardella pour le Rassemblement National, c'est le chef du parti, au moins ça a le mérite d'être clair. Il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être un élément qui rajoute dans le fait que c'est pas très hypant cette élection européenne, c'est que le match a l'air plié d'avance et que c'est Bardella qui va remporter. Bah oui. Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut peut-être sortir les armes pour essayer de contrer cette histoire, quoi. C'est quoi ce fatalisme où on se dit, ok, Bardella va gagner quoi qu'il, et on va tous rester dans nos 8, 11%. Et puis là, c'est quoi aussi, là, c'est un petit coup de gueule. Ça me saoule, là, toutes les équipes de campagne qui se branlent sur les scores. Ah bah tiens, on a pris 0,5 points, 1 point dans les sondages, c'est trop cool. Alors c'est ça les victoires pour les européennes. À quel moment? Là, pour l'instant, il n'y a toujours pas eu d'idée de gros projets posés et de trucs qui font bander, quoi. Waouh, très vulgaire ce soir. Très vulgaire. Ouais, non, mais t'inquiète. Si tu veux qu'on parle des sondages, on peut en parler. Dans les sondages BVA du 27 et 28 février. Je crois qu'il voulait pas qu'on en parle, justement. Non, mais on peut en parler, mais c'est juste que c'est pas un trophée, en fait, pour les équipes de campagne. Posez-nous des projets, plutôt. Bardella est loin devant avec 30%, vient ensuite loin derrière Renaissance avec 18%. Ensuite on a le Parti Socialiste et Place Publique avec Raphaël Glucksmann à 11%, un petit peu au-dessus de 10%. Les Républicains sont à 8%, similaire à 2019. Les écolos sont à 7%. La France Insoumise est à 7%, le PCF est à 3%. Et j'ai oublié Reconquête, qui est à 6%. Donc le bloc extrême droite, il est à 36%. Pour moi, Antoine, il y a deux choses qui se jouent au moment de ces européennes. La première, c'est la question du Rassemblement national. Parce que vraiment, et là, j'ai fait une note pour la Fondation qui va bientôt sortir, c'est Fondation Jean Jaurès, je précise, sur les dynamiques électorales pour les européennes. Et ce que tu vois avec le Rassemblement national, c'est vraiment extrêmement inquiétant sur plein de dimensions. C'est-à-dire que d'un côté, ils conservent complètement leur socle électoral de 2022. Ouais. C'est les seuls à le faire. Tu as quand même 90% des électeurs qui ont voté pour eux et qui vont revoter Bardella au moment des européennes, ce qui n'arrive dans aucun autre parti. Et ce que tu vois également, c'est qu'ils arrivent à élargir leur socle électoral en touchant des électeurs de Macron déçus, des électeurs de Zemmour, et même quelques électeurs de Mélenchon. Donc tu vois qu'il y a un élargissement du socle électoral et également une dynamique et un maintien de leur socle électoral de base qui est assez impressionnant. Et tu vois aussi que maintenant, tu n'as plus que quelques catégories de la population, très âgées, plus de 70 ans, les très riches, plus de 5 000 € de revenus mensuels par mois, enfin de revenus mensuels et revenus par mois, où le RN n'est pas premier. Sinon, dans toutes les autres catégories de la population, le RN est premier. Donc il n'y a que chez les très riches. Que chez les très riches où les RN n'arrivent pas en premier. Chez les jeunes, c'est Renaissance qui arrive en premier, on est d'accord? Oui, c'est ça, complètement. Okay. Il n'y a que à ce niveau-là que tu vois que le RN n'est pas en premier. Sinon, dans toutes les autres catégories de la population, ils sont en premier, mais même de manière extrêmement importante. Et le second point qui me semble quand même assez intéressant, c'est à quel point ces élections européennes ne peuvent pas être amener une certaine recomposition à gauche. Parce que ce que tu vois avec la candidature de Glucksmann, c'est que là, à l'heure actuelle, son électorat, il est composé à 1/3 de déçus du macronisme et de personnes qui avaient voté Macron au premier tour de la présidentielle. Et qui le regrettent. Et de 1/3 d'électeurs qui avaient voté Mélenchon. Donc, il a à part égale des macronistes et des mélenchonistes. Et c'est quand même assez intéressant parce que est-ce que ça pourrait pas être une recomposition de la social-démocratie, parce qu'après le quinquennat de François Hollande, ça avait quand même largement été mis à mal. Donc ça, c'est quand même un enjeu à gauche de savoir est-ce que tu vas pas avoir cette renaissance d'un bloc de centre-gauche autour de la candidature de Glucksmann. Ouais, bon. Est-ce qu'il n'y a pas une déception aussi du bloc de gauche de ne pas voir la NUPES continuer à exister autour de cette élection? Ça aussi, c'est on parlait de hypant, pas hypant, le fait que les listes aux européennes y aillent divisées. C'est assez évident. Puis en plus, quand on voit les chiffres que tu as donnés par rapport au sondage, c'est sûr que si 7% par-ci, 3% par-là, 6% par-là, c'est sûr que c'est quand même assez hallucinant. Après, il y a peut-être quelque chose qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est des élections qui se tiennent dans un contexte très différent par rapport à celui de 2019. Ah ouais, c'est-à-dire par rapport à l'Europe, c'est quand même une élection qui se tient dans un contexte de guerre, quand même, à la fin, avec l'Ukraine. Une crise agricole qui a vraiment dépassé les frontières nationales et qui est vraiment sur l'intégralité
du continent européen. D'ailleurs, demain, il y a un amendement sur la PAC pour calmer justement les revendications des agriculteurs parce que les États sont de plus en plus inquiets de ce que cette crise pourrait, l'impact potentiel de cette crise, notamment au regard des élections. Il y a la relation aussi franco-allemande qui est un peu particulière. Le couple franco-allemand qui était censé être toujours un peu celui qui emmène cette force motrice avec tout le monde qui se range un peu derrière. Ah, c'est-à-dire que les cartes sont un peu redistribuées. Scholz et Macron, autre élément que vraiment il faut impérativement souligner et rappeler sans cesse, c'est la place de l'extrême droite au niveau national dans différents pays européens. Donc la répercussion que ça peut avoir aussi sur les élections européennes, parce que ce qu'on constate aussi, mais je pense qu'Antoine est mieux placé que moi pour le dire, c'est que l'élection européenne, elle est certes une élection qui traite d'enjeux européens, mais qui est une élection qui est faite au niveau local. C'est-à-dire que c'est dans des circonscriptions, c'est au niveau local que les candidats vont faire campagne. Et donc, de fait, il y a une association entre ce qui se passe au niveau local et au niveau national et ce qui peut potentiellement se passer au niveau européen. Et donc, la montée de l'extrême droite au niveau national dans différents pays peut vraiment nous inquiéter par rapport à la composition du Parlement européen de demain. Parce qu'entre, de fait, l'Italie, la France, je pense bien entendu aussi raz-de-marée d'extrême droite au Parlement européen. Ouais, ça c'est très flippant. Et puis en plus, les différents partis d'extrême droite ont trouvé un lieu de rencontre au sein du Parlement européen aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble dans un seul et même groupe parlementaire. Et en plus de ça, il se crée des alliances qui dépassent même l'institution, en quelque sorte. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à cette presque... comment dire, une version un peu européenne de l'idéologie d'extrême droite qui est en train de se forger sur la base de ces élections et qui me font vraiment flipper, moi. Malek, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir des élus Front National ici au Parlement européen qui vont aller siéger avec des députés d'extrême droite allemands qui parlaient il n'y a pas longtemps d'un programme de remigration de 4 millions d'Allemands. Ouais. Voilà. C'est l'AfD en l'occurrence. Voilà. Et ils vont siéger très tranquillement ensemble et peut-être... Je ne souhaite pas se donner des idées. Ouais, c'est clair, et puis trouver des accointances. Dans les visages notables qui ont été dévoilés sur la composition des listes, sur la liste de la France Insoumise, il y a Rima Hassan qui est en 7e place de la liste donc, Insoumise. Elle était venue sur le plateau de Backseat, en visio en l'occurrence, pour parler de Gaza, c'est ça? Ouais. Malek, qu'est-ce que ça dit, cette présence de Rima Hassan? De parler de l'UNRWA notamment, tu l'as dit, il y a le contexte de guerre en Ukraine, il y a aussi le contexte à Gaza, et en vrai signal fort de la part de la France Insoumise et de Manon Aubry de vouloir mettre Rima Hassan. Rima Hassan qui est contestée parce qu'on lui reproche une capsule de 4 secondes où elle dit que le Hamas est dans une réponse légitime. Capsule isolée. J'ai cru comprendre que... Alors elle demande aux médias Le Crayon de diffuser totalement l'intégralité des propos. Le Crayon lui répond en disant « Oui, mais nous, si on diffuse tout, on va nous poursuivre pour apologie du terrorisme. » En tout cas, c'est ce que leur disent leurs avocats. J'ai mené ma petite enquête aujourd'hui. Il est possible que ça se règle très prochainement et qu'on puisse avoir les propos complets de Rima Hassan. Qu'est-ce que ça dit? C'est un positionnement dans ce contexte à Gaza, là où en réalité les autres candidats, je pense à Raphaël Glucksmann notamment, esquivent un petit peu le sujet. Rima Hassan, elle a monté un observatoire, des camps de réfugiés palestiniens. Il me semble qu'elle a vécu en France, à Niort, et que donc elle a pleinement sa part sur sa liste. Et voilà, et donc positionnement fort, là où toutes les autres listes, je fais le tour, des écolos, à Glucksmann, personne d'autre ne veut aborder le sujet et avoir ce symbole fort de mettre une candidate sur sa liste. Tu vois, c'est là où on voit quand même qu'à gauche, il peut y avoir des divergences qui existent. Bien sûr. En particulier sur les questions internationales qui sont normalement là, un peu au centre des élections européennes. C'est vrai que tu as quand même des lignes de fracture, que ce soit sur ce qui se passe à Gaza, que ce soit sur ce qui se passe en Ukraine. C'est quand même les sujets où tu as le plus de dissensions qui sont mises sur devant de la scène par les partis politiques de gauche. Excuse-moi, parce qu'il y avait la question dans le chat. En fait, Rima Hassan, elle répond en disant c'est une réponse isolée et elle dit qu'elle ne parle que sous le spectre du droit international, qui est sa spécialité parce qu'elle est juriste de base, et elle dit que que cet extrait tronque du coup
la véracité de ses propos. La question aussi, tu l'as dit tout à l'heure, Léa, on est dans un contexte de guerre, la question de la guerre en Ukraine qui est revenue sur le devant de la scène dans cette campagne européenne avec les déclarations d'Emmanuel Macron qui n'a pas exclu l'intervention directe de la France dans le conflit. Il n'a pas parlé d'envoi de troupes au sens propre, mais il l'a laissé entendre assez clairement. Et dans la foulée, il y a eu un débat et un vote à l'Assemblée nationale sur le soutien de la France à l'Ukraine, vote qui a montré une vraie fracture au sein de la NUPES. Pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit de la repolitisation en France du conflit en Ukraine ? La repolitisation, c'est plutôt dans ce que tu disais, on ne sait pas trop ce que les partis veulent avancer comme programme pour les élections européennes. Tu vois que dans le camp d'Emmanuel Macron, de remettre la question de l'Ukraine au centre du jeu et de mettre en avant le fait qu'il y a un risque de guerre qui est extrêmement important, c'est quand même, on ne peut pas complètement enlever le fait qu'il y a une visée électoraliste dans ce qui s'est passé et dans les propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron ces derniers temps. C'était une volonté de sa part de tendre tout le monde ? Il y avait une volonté de tension. Alors bon, certains te disent que c'était aussi une volonté d'avoir une ambiguïté stratégique qui soit mise en avant entre les différentes capitales européennes et internationales pour pouvoir pousser les autres pays à se positionner sur cette question-là, mais que du jour au lendemain, on en arrive à dire oui, on va peut-être envoyer des soldats en Ukraine, c'est quand même assez particulier, d'autant plus que dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout approuvé. Enfin, tu as plus de 3/4 des Français qui refusent ça, et c'est d'ailleurs une période même où le soutien global à l'Ukraine, il a largement baissé ces derniers mois. Donc, D'accord. T'as toute cette ambiguïté-là dans le positionnement d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Et aussi, après, ce que tu dis est assez vrai, ça montre à nouveau qu'il peut y avoir des fractures assez importantes, et notamment au sein de la gauche, avec cette question ukrainienne et le vote qui a eu lieu au Parlement avec le refus, la France Insoumise et le PC qui ont voté contre, et Europe Écologie Les Verts et le PS qui ont voté pour. Léa ? Ce climat de tension, j'y pensais tout à l'heure justement que Macron a volontairement créé. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, le fait de cette sortie-là, d'ailleurs, il est en interview maintenant, donc on va quand même. J'espère qu'on aura des infos sur ce qu'il est en train de dire. Ça me rappelle le climat de tension qu'il y avait juste avant les municipales en 2020. Quand il a pris la parole de manière très martiale en disant « nous sommes en guerre face au Covid », etc. C'était un climat de tension, mais de ouf, au même titre que ce climat de tension qu'il pourrait effectivement chercher à créer, parce que c'est assez courant désormais, malheureusement en politique, le fait d'aller d'utiliser des affects négatifs. C'est pas moi qui l'ai inventé, Gilles Deleuze et compagnie l'ont fait bien avant moi, mais bon, important de dire à quel point les responsables politiques ont cette capacité, cette volonté, et cette technique de convoquer des affects négatifs justement pour donner, un sentiment de peur et un peu empêcher les gens de chercher le changement. En gros, là, il est en train de nous dire... Tu penses que c'est une stratégie de la part d'Emmanuel Macron, une stratégie d'attention ? Je me rends compte à quel point il est cynique que ça ne me surprendrait pas. Usul, la semaine dernière, nous disait que Macron était simplement dans son rôle, le rôle du seul pays européen, membre de l'Union européenne, capable d'intervenir en Ukraine, que donc c'était son rôle de dire qu'il était prêt à y aller. Je sais pas du tout. Il ne faut pas être surpris par ça. Oui, peut-être aussi, j'en sais rien. Mais moi, je pense que je ne serais pas surprise qu'il y ait cette volonté. Et souvent, cette volonté et il l'a fait aussi pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives. C'est-à-dire que si c'est pas moi, c'est le chaos, en gros. C'est soit ça va être la merde de ouf, soit vous faites en sorte d'asseoir ma légitimité démocratique à travers les élections, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent ça à la veille des élections, quelles qu'elles soient. Il le fait aussi au moment des Gilets jaunes, où pendant de longues semaines, il ne prend pas la parole, il laisse Édouard Philippe, c'était au moment de la crise du prix de l'essence, voilà, il a laissé Édouard Philippe, et puis à un moment, il est venu, il a pris la parole, au moment où Paris était à feu et à sang, en disant « Ok, bon, ça va pas, mais si c'est pas moi, c'est le chaos. Et il aime trop jouer cette carte, sa carte préférée. Mais ça, au demeurant, c'est pas le seul au pouvoir à la jouer. Mais c'est clair. Justement, c'est intéressant en termes de l'impact que les émotions ont sur les comportements électoraux. Parce que tu vois qu'en fonction des émotions qui sont ressenties, tu as des comportements électoraux qui sont complètement différents. Et ce que l'on sait, par exemple, c'est que la colère, c'est une émotion qui va te faire voter plutôt pour des partis qui sont dans les marges électorales. Alors qu'au contraire, la peur, c'est une émotion qui est hyper conservatrice et qui va te faire voter pour des partis qui sont déjà au pouvoir. Pour, en gros, voilà, on va pas changer les choses de manière hyper importante vu qu'on a déjà une situation qui est tendue, soit au niveau national, soit au niveau international. Je me souviens de la fin du sarkozysme, c'était que ça l'argumentaire. Et puis même quand tu vois dans toutes les périodes de guerre, par exemple, si tu vois l'évolution de la cote de popularité de Bush au moment de la guerre en Irak, mais c'est impressionnant, ça augmente de 40 points. C'est vraiment quelque chose de dingue. Donc tu vois que ça peut avoir un impact. Mais c'était dans le contexte terroriste post-11 septembre 2001. C'était ce moment-là. C'était ce moment-là. Effectivement, oui, bien sûr, les néoconservateurs américains étaient au sommet de leur gloire, c'était extraordinaire pour eux. C'est exactement ça. Et je
reviens sur la division de la gauche sur ce vote à l'Assemblée nationale sur le soutien à l'Ukraine pour rappeler que la gauche a toujours été divisée sur les questions internationales. Si Jean-Pierre Chevènement est dans le chat, salut mon JV. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant, d'autres ce shout-out il est légendaire. Lui, c'était au moment de la guerre du Koweït, le PCF et le Parti Socialiste et la SFIO au moment du programme commun étaient tellement pas d'accord sur l'international. Donc, mais pour la NUPES aussi, j'ai envie de te dire, ils ont acté dans leur programme de pas être d'accord, de ne pas être d'accord. Oui, c'est vrai. Bah ouais, en 2022. Ouais. C'était sur la question européenne où ils ont tous fait un petit peu un pas l'un vers l'autre. Ça, je me souviens effectivement que la France Insoumise a arrêté de parler de plan A, plan B. C'est ça. Non, on va pas sortir de l'Union européenne, faut pas déconner. Et les socialistes ont accepté de dire va quand même falloir la revoir de fond en comble cette Union européenne. Ça, je me souviens de ce moment-là, mais sur le reste, ils sont d'accord pour pas être d'accord. Ils sont d'accord sur pas grand-chose. D'ailleurs, il y a la convention là, insoumise samedi sur les élections. Sur les élections pour les européennes, ouais. Ah oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le programme est assez laconique pour le moment. On sait qu'il va y avoir des prises de parole de qui, quand, pourquoi, à quel sujet, on ne sait pas encore, mais à suivre. C'est un enjeu électoral pour les macronistes, la guerre en Ukraine, vous venez de le dire, en fait, c'est exactement ça, c'est cette volonté de mettre sur le devant ce sujet qui tend considérablement les gens pour les inciter à un vote conservateur. Tu vois qu'en gros, tu as deux sujets qui vont être les axes de campagne de la Macronie pendant les européennes. Ça va être d'un côté le risque du Rassemblement national. Donc là, ils se sont remis à taper sur le Rassemblement national, puisqu'il faut quand même se rappeler que l'année dernière, c'était plutôt la France Insoumise qui était le bouc émissaire de tout ce qui se passait de mal dans la société. Des pelles pendant le et là, maintenant, c'est un peu redevenu sur le devant de la scène, cette idée de taper sur le Rassemblement national. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Valérie Ayé, tous les trois en chœur, chacun dans son couloir, qui tape sur le RN. C'est ça, complètement. Donc, risque national, le Rassemblement national, et risque au niveau européen, international, la guerre en Ukraine. Et c'est vraiment les deux axes de campagne. Et si vous ne voulez pas le chaos, votez pour nous. Je vous rappelle que Baxit est partenaire du Parlement européen au cours de cette saison 2024. Donc, il y a de nouvelles émissions qui vont arriver au cours de la saison, des émissions spéciales élections européennes. On va recevoir des députés européens. On va parler de beaucoup de choses. Donc, si vous ne savez pas pour qui voter à l'occasion de cette élection européenne, n'hésitez pas à regarder Baxit. Vous allez rencontrer des gens différents, des gens qui ont des options différentes, qui ont des opinions différentes sur la question européenne. Et vous pourrez peut-être, qui sait, vous faire un avis et puis même en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de l'Union européenne. La première émission a déjà eu lieu sur ce sujet-là. Et donc voilà. Et on va faire une émission Baxit à Strasbourg. Oui, ça aura lieu dans le courant de la saison. Il y aura une émission à Strasbourg. On continue l'actualité de la semaine. Adèle les a évoquées rapidement avec la polémique autour d'Aya Nakamura, la question des Jeux Olympiques. On a l'affiche des Jeux Olympiques. Elles ont été dévoilées le 5 mars dernier au musée d'Orsay. Oui. Évidemment, il y a eu la polémique qui va bien derrière autour de cette affiche dessinée par Ugo Gattoni. 40 000 personnes représentées, 47 sports et encore une nouvelle polémique. Annonce cette semaine de la baisse du nombre de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture. 326 000 spectateurs pour le moment. Anne Hidalgo avait présenté les Jeux Olympiques comme, je cite, une grande fête populaire. Mais pour le moment, c'est surtout vendu comme une immense galère. En témoignent ces affiches que l'on voit dans le métro à Paris et dans les transports en Île-de-France. Démerdez-vous les franciliens, va falloir vous organiser les enfants parce que ça va être un beau merdier. C'est ça le message qui est envoyé. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers un foirage complet que ces Jeux Olympiques ? Je pense qu'on est d'accord pour dire oui, je crois. Parce que... J'en sais rien, parce que... Moi, il faut savoir que les JO, c'est un truc qui me hype d'habitude. Décidément, hypé, c'est un mot que j'utilise beaucoup ce soir. Je rappelle que Hypé est un single d'Aya Nakamura, c'est son dernier single. Amélie, elle l'a dit. D'habitude, je suis hypé par les JO, c'est un truc que je mate. J'ai fait du judo quand j'étais petit, donc je mate toujours mes petites épreuves de judo, l'athlétisme, etc. Et là, c'est chez moi, et je m'en balèque total. C'est-à-dire que je me sens pas du tout concerné, déjà parce que pas d'accès aux épreuves, parce qu'on me parle de fan zone. De fan zone. Mais est-ce que ça me fait kiffer en fait de me dire il y a des épreuves chez moi, mais je vais devoir aller dans des fan zones pour aller regarder. Les transports, désolé, je reviens toujours sur les transports, mais ça reste encore une galère pour nous en Ile-de-France. Hors JO, j'imagine même pas ce que ça va être cet été.
Donc, en vrai, je m'en bats avec la DJO. Peut-être qu'on est simplement, nous, petits Français nombrilistes, en train de découvrir ce que c'est que des Jeux Olympiques accueillis dans notre pays. Parce que d'habitude, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est des trucs qu'on regarde à la télé et on est content parce qu'on kiffe le sport qui est en train de se passer, mais qu'on ne vit pas ce que vivent les gens. Athènes en 2004, ça devait être le bordel pour les Athéniens. Rio, Londres. Le bordel pour Londres. Les Londoniens, ils ont dû en chier aussi. Je pense qu'on est juste en train de découvrir ce que ça veut dire d'accueillir des Jeux. Que ce qui va se passer, c'est que l'Île-de-France, c'est quoi? C'est 12 millions d'habitants. Il y en a peut-être, je sais pas, 5-6 millions qui vont râler. Mais il y en a combien de millions qui vont regarder les Jeux Olympiques sur leur téléviseur partout dans le monde? Après, c'est pas qu'une question de râler, en fait. C'est aussi une question de dignité, de conditions de vie. Moi, ce qui me choque beaucoup dans ces JO, c'est la façon dont les autorités en profitent pour déloger des gens qui sont sans abri, pour dire aux SDF, ce serait quand même pas mal de pas partir de Paris cet été. Hein Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, le fait aussi que là, les associations sont en train de sonner, de tirer la sonnette d'alarme en disant les délogements justement des personnes sans abri ne cessent d'augmenter, les opérations sont quasi quotidiennes, ça s'intensifie, décidément j'arrive pas ce soir, ça s'intensifie de plus en plus alors qu'on n'est même pas à la veille des JO, donc il y a une énorme inquiétude de la part des assos à ce niveau-là. Réponse des autorités, de la préfecture de police et de la préfecture d'Île-de-France, il y a 200 places d'hébergement qui vont être ouvertes. Voilà. Donc il y a aussi ça qui est quand même vraiment, vraiment super inquiétant. C'est de la casse sociale, encore une fois. Faut parler aussi de la situation d'un certain nombre de travailleurs et travailleuses aussi. Il y a eu un mort quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont été aussi blessées sur les chantiers pour les JO. Enfin, voilà, je pense que... Est-ce que ça va être une fête? Peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir les répercussions sociales que ça va avoir. Et pour le moment, je les trouve particulièrement inquiétante. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce qu'il y avait de telles polémiques dans les autres pays organisateurs des JO? Je n'en sais rien. Moi, je peux vous le dire parce qu'il se trouve que j'ai vécu à Rio juste avant que les JO de Rio soient tenus à Rio. Et ils avaient aussi fait cette démarche de sortir les gens de la ville, des interventions excessivement violentes. Moins démocratique, ouais. Voilà. L'impact environnemental. Elles ne sont pas ici non plus, je te rassure. Mais voilà, donc il y a effectivement cette tendance à chasser la misère, de faire comme si en fait il n'y a rien, quoi, et ne pas proposer de solutions d'hébergement. Bref. Mais je pense je pense qu'il y a peut-être deux choses qui se jouent. C'est qu'au départ, les JO s'est vendu comme une énorme fête populaire qui devrait bénéficier à tout le monde. Et quand c'est annoncé comme ça que Paris a obtenu le fait d'avoir les JO, tout le monde est content. Alors le problème, c'est que tu te rends compte que déjà, ça va être inaccessible parce que les places, c'est vraiment, faut vraiment donner un rein pour pouvoir accéder à un événement. Donc le côté positif, tu n'es pas sûr de pouvoir en profiter. Et à côté de ça, tu te rends compte que tu as des conséquences négatives qui sont extrêmement importantes. Et quand tu vis à Paris, c'est l'affiche que tu montrais, le fait de devoir télétravailler, qu'on t'incite quand même largement à quitter la ville, que le prix des transports a augmenté. Donc tu as les deux choses qui rentrent en contradiction l'une avec les autres. C'est qu'on te vend ça comme quelque chose d'extrêmement positif, et finalement, ça arrive comme étant le positif, tu ne l'as pas, et tu as juste le côté négatif. Donc évidemment que derrière, tu as quand même un peu de déception. Et rapidement, pour revenir très vite sur Aya Nakamura, c'est plus que dans les tuyaux parce que je crois qu'il y a le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui a apporté son soutien publiquement à Aya, sans dire officiellement qu'elle ferait partie de la cérémonie, mais voilà. Et, c'est quand même une polémique typiquement cousue de fil blanc, montée par l'extrême droite. Oui, c'est quand même fou à quel point. Et c'est un débat purement raciste parce que sur BFM TV, on n'a pas invité Olivier Cachin ou Fred Musa pour faire un débat dessus, mais on a invité Jean Messia. Non mais donc c'est bien la preuve que c'est juste un débat raciste. Aya Nakamura, c'est 7 milliards de streams dans le monde entier. Ça fait 5 ans que c'est l'artiste française féminine la plus écoutée dans le monde. Elle a rempli 3 Bercy en 20 minutes et elle a gagné une victoire de la musique là cette année. Est-ce qu'il y a encore débat? Elle peut chanter, même si elle chante pas du Edith Piaf, elle peut chanter ses chansons déjà hypées, mais moi je suis grave content. C'est le seul truc qui me fait plaisir, moi, perso. Dans ces JO, quoi. Ce qui est marrant, c'est de voir que tout élément sert à une polémique qui est instigée par l'extrême droite et par les médias qui sont quand même contre ligne idéologique. Pardon, je suis désolée, depuis tout à l'heure on parle de polémique, mais en fait c'est pas une polémique, c'est une attaque raciste. Oui, c'est plus qu'une polémique, je veux dire, c'est vraiment super inquiétant. C'est un peu le même type de choses que tu voyais sur l'affiche des JO où on disait on a retiré la croix sur Notre-Dame ou ce genre de choses. Sur le Dôme des Invalides. Sur le Dôme des Invalides, pardon. Tu vois que tous les
tous les événements, ça sert à créer justement une espèce de tension et comme tu dis, des attaques racistes sur les situations. Et c'est là que tu te rends compte quand même que l'état du pays à l'heure actuelle et la perméabilité aux idées d'extrême droite est quand même assez énervée. Je précise qu'il y a un dépôt de préavis de grève annoncé par la CGT pour la durée des Jeux Olympiques. Je cite, les Jeux sont des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui sont percutés. Donc il y a une volonté de faire monter la pression du côté des organisations syndicales. Les policiers ont obtenu des primes pour la durée des Jeux Olympiques. Des négociations sont en cours dans les transports pour éviter une grève probablement dans les transports pendant les Jeux Olympiques. Je rappelle qu'il y a une loi qui a été votée, une loi spéciale JO qui prévoit un certain nombre d'exceptions, notamment sur les sociétés de sécurité privées. Et je me souviens d'une anecdote, c'est que on prévoit d'embaucher pour la durée des Jeux Olympiques plusieurs dizaines de milliers de vigiles dans des sociétés de sécurité privées, et que la droite avait fait passer un amendement dans la loi qui prévoyait la fameuse clause Molière, prévoyant que les personnes embauchées par les sociétés de sécurité privées devaient obligatoirement parler la langue française. Sauf que du coup, les professionnels du secteur sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher avec ces conneries d'extrême droite qui veulent forcer les gens à parler français dans des métiers où il n'y a pas toujours besoin. Et donc voilà, donc typiquement ce genre d'anecdote sur la politisation à outrance des débats autour des Jeux Olympiques en amont de la fête. Ouais. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, le retour du mouvement MeToo. C'est venu sous la forme du hashtag MeTooGarçon. C'était le jeudi 22 février. Sur Instagram, l'acteur français Aurélien Vic témoigne et raconte les abus sexuels dont il a été victime pendant son enfance. Il a ainsi lancé le hashtag MeTooGarçon. D'autres ont ensuite pris la parole. Est-ce que c'est un nouveau tabou qui sort ? Est-ce qu'on est face à la poursuite ou la transformation, je ne sais pas, du mouvement MeToo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Léa. Ouais, je voulais effectivement, on en parlait pendant l'émission, la préparation de l'émission. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a des vagues MeToo de manière un peu sectorielle. Il y a le ciné, ensuite il y a politique, les médias, ensuite il y a la politique, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est un problème qui dépasse des domaines spécifiques. Et que c'est un problème qui est véritablement structurel. Si jamais les membres du gouvernement, et plus particulièrement Aurore Berger, nous écoutent ce soir, il s'agit de traiter le problème dans sa globalité, en fait. Voilà. Donc, je voulais juste mettre un peu de contexte dans tout ça. Le MeTooGarçon, effectivement, s'inscrit aussi dans le sillon un peu du MeToo inceste qui a émergé en 2021, avec ensuite la création de la Ciivise. Je rappelle que le juge Durand, qui était quand même... La Ciivise, alors, je ne sais plus l'acronyme précis, mais je vais vous le dire de suite. Oh, mais attends, j'ai des notes. Ne bouge pas. La Ciivise, spécifiquement, c'est la commission indépendante. Oh là là, en plus, j'ai l'acronyme quelque part. Quelqu'un pour décliner l'acronyme, s'il vous plaît ? Je ne l'ai pas. Quelqu'un là dans le public, la Ciivise ? J'ai oublié. Commission indépendante de lutte contre les violences faites aux enfants. Enfin, sur l'inceste. Sur l'inceste, exactement. Et violences aux enfants. Voilà. Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Sexuelles faites aux enfants. En fin d'année dernière, la Ciivise a eu son mandat qui a été renouvelé. Donc ça, c'était quand même une chose assez positive, puisqu'elle était normalement créée que pendant 2 ans pour rendre justement des recommandations, dont la recommandation principale était la fin de la prescription pour les violences sexuelles à l'égard des enfants. Il se trouve qu'il y a une figure de proue dans cette commission qui était le juge Durand, qui est un juge qui est connu pour ses positions très engagées, féministes, etc., qui a été complètement débarqué en fait au moment du renouvellement du mandat de cette commission. Donc il y a eu quand même de gros problèmes qui ont émergé à ce niveau-là. Il faut quand même donner un peu des chiffres. Globalement, on a, sur les violences faites aux enfants, c'est quand même assez inquiétant. On a un enfant qui meurt chaque semaine sous les coups d'un adulte ou d'une adulte. Il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, dont 77% au sein même de leur famille, et 24% des Françaises et des Français de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitance grave dans leur enfance. Donc ce sont des chiffres qui sont très inquiétants. Il faut savoir que le gouvernement a soi-disant décidé de prendre cette question au sérieux et a lancé un grand plan contre la maltraitance et contre les violences faites aux enfants qui, normalement, doit se tenir entre 2023, c'est un truc pluriannuel, jusqu'en 2027, donc 4 ans. Les résultats, a priori, ne sont pas encore là, et c'est très inquiétant, en fait, parce qu'il y a eu encore beaucoup de communication qui a été faite, et c'est quelque chose qui est assez symptomatique dans dans l'approche du gouvernement sur ces questions, parce qu'il faut rappeler que le gouvernement est en place depuis 7 ans.
Emmanuel Macron, pas le gouvernement, mais Emmanuel Macron et ses différents ministres, une politique qui mène depuis 7 ans, et des chiffres qui finalement sont parfaitement insatisfaisants par rapport à soi-disant les efforts qu'il est en train de faire. Donc je pense qu'il faut jamais cesser de rappeler qu'il faut sortir de la communication, il faut avoir une approche véritablement structurelle, globale, des questions des violences de manière générale dans notre pays, et que sinon on va se retrouver avec un tas de personnes qui seront encore totalement désorientées, des personnes dont les conséquences en fait sur leur vie n'auront pas d'accompagnement, des plaintes qui ne seront pas prises par de la police, etc. Donc bref, des choses sur lesquelles on voit que ça n'avance pas, et c'est très... en fait, je suis très émue en racontant tout ça, parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. Ouais. Des années qu'on nous dit que les choses vont s'améliorer, que Macron a annoncé le 25 novembre qu'il allait éradiquer les violences faites aux femmes. Enfin, vraiment, il a dit ça, quoi. Et en fait, c'est plus possible. Ça suffit de nous sortir des discours comme ça, et derrière, de ne pas faire les choses, en fait. Voilà, donc c'est dramatique. Et si on fait rien, en fait, rien ne va s'améliorer. C'est pas en disant qu'on va faire des campagnes de sensibilisation en débarquant des gens qui sont pourtant reconnus pour leurs compétences, qui sont reconnus par leurs pairs, qui font un travail incroyable, que les choses vont s'améliorer. C'est pas en refusant d'inscrire le consentement et une définition commune du viol au niveau européen que les choses vont s'améliorer. C'est pas en défendant Gérard Depardieu publiquement en disant à la que c'est télé l'honneur de la France que les choses vont s'améliorer. Donc voilà, il faut vraiment que... Je sais pas ce qu'on peut faire, en fait. Voilà, je suis un peu désemparée. Non, mais je comprends, on l'est un peu tous. Mais Malek, on a aussi le cas médiatique de Gérard Miller, le célèbre psychanalyste, qui lui aussi est visé par plusieurs dizaines d'accusations. Est-ce qu'on se dirige vers un MeToo télévision ? En tout cas, on peut s'en rapprocher. Tu l'as dit, Léa, c'est très sectoriel en réalité, MeToo, et on peut peut-être s'attendre à un MeToo télévision. Il y a Gérard Miller, qui était notamment chroniqueur chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. On a des témoignages où on nous parle de mode opératoire. Il repérait ses victimes dans le public de l'émission, et donc ça fait déjà plus de 20 ans, et donc tout le monde a gardé le silence pendant plus de 20 ans. Je pense aussi à Yanis Marshall, le grand danseur qui a dénoncé Bruno Vandelli, qui était à l'époque prof de danse sur Popstar, qui l'accuse de violence lorsqu'il était mineur. Il y a PPDA, évidemment, où on a eu, moi, c'est vraiment une image qui m'a marqué, cette vidéo de Mediapart avec toutes les victimes qui prenaient la parole. Fort, On a eu aujourd'hui l'information qui nous disait que Stéphane Plaza allait être poursuivi pour violence habituelle sur 2 de ses ex-compagnes. Morandini. Est-ce que Morandini, évidemment, n'en parlons plus. On peut, et Coé, évidemment. Bon, Bourdin, ça va peut-être ouvrir la porte à une libération de la parole dans le secteur de la télévision, parce que moi j'ai travaillé 3 ans à la télévision, et des témoignages de maquilleuses notamment, moi c'est quelque chose qui m'a marqué, avec des maquilleuses qui m'ont raconté des choses qu'elles ont subies, et puis c'est pas à moi de raconter à leur place, mais je pense qu'il y a peut-être un courant, une voie de libération de la parole qui peut se faire dans le secteur de la télévision. Après, c'est bien de libérer la parole, mais en fait... Les actes. Parce que comme je dis très souvent, dire, c'est faire... C'est très important, effectivement, si vous avez la possibilité, si vous souhaitez aussi le faire, faites-le. Et il faut que ce soit accompagné, il faut que ce soit encouragé. Mais c'est pas suffisant en soi. Et effectivement, c'est... Comme je dis à chaque fois, dire, c'est faire rire, faire, c'est faire taire. Dire à chaque fois que c'est une grande cause nationale, c'est une chose. Ça fait 7 ans que c'est une grande cause nationale. Voilà. Mais peut-être que si on s'inspirait un chouille des Espagnols, notamment dans leur gestion des violences faites aux femmes... Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, les Espagnols ? C'est un cas étranger intéressant. T'as tout un système judiciaire en fait, qui est adapté pour les auteurs de violences faites aux femmes. Donc c'est-à-dire que t'as un parquet spécialisé, ils sont... tribunaux spécialisés. T'as des tribunaux spécialisés, et ils sont pas... ils peuvent pas rester comme ça dans la nature le temps de l'enquête. Si, bien sûr, le temps de l'enquête, mais... Ils sont beaucoup plus stricts, et ils ont plus de condamnations, beaucoup plus organisés, et beaucoup plus de moyens. C'est surtout que beaucoup plus de moyens, notamment. C'est ça. Voilà. La thune, en fait. Ils ont mis vraiment de la thune. Ils ont une approche vraiment transverse et structurelle. L'écoute des victimes.
l'écoute des victimes, la formation aussi des magistrats, la formation des policiers et des policières. Il y a aussi la thune, parce qu'ils mettent la thune, en fait, et ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Le résultat, c'est que les féminicides ont reculé. Les femmes sont protégées immédiatement. Les féminicides ont reculé. C'est vrai. Alors qu'en France, ils ne reculent pas. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 30 féminicides à l'heure actuelle qu'on en entend parler, depuis le 1er janvier. On est le 15 mars, enfin, le 14. Et il y a des propositions à gauche qui sont élaborées pour lutter contre ça? Ah, la gauche et les violences sexuelles et sexistes. Ça, c'est un sujet qui t'intéresse aussi, là? Ouais, mais je pense qu'on en a besoin on a besoin de la soirée, là. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que, Antoine, tu vois des mouvements d'opinion autour des questions des violences sexuelles et sexistes? Est-ce que c'est un sujet qui passionne plus qu'avant? Est-ce que la libération de la parole a des effets? En fait, tu vois que oui, il y a une préoccupation dans l'opinion, mais vu que c'est pas des... T'as un peu l'impression que c'est un sujet en trame de fond, mais aussi dans la façon dont c'est traité par les politiques, et que du coup, t'as pas vraiment tu perçois pas cette thématique-là qui arrivera en top des préoccupations des Français, et c'est justement aussi, je pense, parce que c'est traité de cette manière-là par les politiques, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément sur le devant de la scène. Je voulais juste réagir à une question du chat. Vas-y, laquelle? Sur le téléphone grand danger, quelqu'un qui dit qu'il faut qui dit qu'il faut le généraliser. Alors c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez intéressant, qui permet en fait justement d'alerter. Mais le problème, c'est que les associations qui sont mandatées pour aider en fait les victimes à l'utilisation de ces téléphones, sans compter le fait qu'il y a aussi des problèmes de réseau et que dans certaines parties du territoire ça ne marche pas. Ces associations en fait n'ont pas vu. Elles ont eu un mandat pour gérer ces téléphones grave danger. Néanmoins, elles n'ont pas eu les moyens humains et ni les ressources financières pour accompagner l'utilisation et la mise en place et le déploiement de ces dispositifs. Donc voilà, c'est pas un gadget. Voilà, encore une fois, le gouvernement dit on a déployé tant TGD, etc. Oui, mais en fait, il faut aussi déployer les moyens pour les associations derrière qui vont les gérer. Et voilà, c'est plus compliqué que juste ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit pour Malek, l'OM a gagné. J'ai vu Malek sortir son plus beau sourire. Désolé. Je l'ai vu à ce moment-là, c'était génial. Désolé. Merci pour ce message pour Malek. Chers amis, pendant que nous discutions, il y avait une interview d'Emmanuel Macron en direct à la télévision. Vous savez, la télévision, c'est l'ancêtre d'Internet, bref. Sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron répondait à des questions autour de la situation en Ukraine. Rien de bien étonnant dans les déclarations d'Emmanuel Macron. Il assume complètement les propos qu'il a tenus en disant que rien n'est exclu et que la France pourrait potentiellement s'engager davantage dans le conflit sur le terrain. Il a balayé les critiques en disant que ce n'était pas quelque chose de sérieux, notamment les critiques, on en parlait sur le plateau, l'accusation d'instrumentalisation à des fins politiques du conflit israélo-palestinien. Il a balayé ça en disant que c'est pas sérieux. Quand on est président de la République, on s'abaisse pas à ce genre de truc, on a des responsabilités militaires, etc. Il s'est exprimé également sur Gaza. Je cite, « Je n'ai jamais dit qu'Israël avait un droit absolu ». Fin de citation. Il faudra qu'on prenne le temps de la regarder, cette interview. Nous, on l'a pas vue ici sur le plateau, donc on va pas réagir à cette émission. Juste avant de marquer la pause, je vous rappelle qu'il reste des places pour venir voir Backseat, le film. Ce sera le 26 mars prochain au MK2, au cinéma MK2 Bibliothèque à Paris. Nous avons la plus grande salle du MK2. N'hésitez pas à prendre vos places pour venir voir avec toute l'équipe le documentaire qui revient sur l'année 2023, vu par les yeux de Backseat. 2023, une année d'embrasement. Et après la séance où on regardera en avant-première le documentaire, il y aura un pot qui sera organisé au Gourou à Paris avec l'ami Poca qui nous accueille, qui prévoit de nous faire un burger spécial Backseat. Vous pourrez acheter le livre de Léa et vous le faire dédicacer. Vous pourrez acheter cette magnifique gourde Backseat également sur place et vous pourrez surtout simplement boire des coups avec l'équipe de Backseat. J'ai très hâte de vous y retrouver. Chers amis, on va marquer une pause. Après la pause, nous recevrons notre invité politique. Cette semaine, il s'agit de la députée communiste Elsa Fossillon, une députée intéressante à plus d'un titre puisqu'elle a été en première ligne sur la question de la fin de vie. Et elle est également une députée intéressante puisqu'elle est en rupture de banc avec la direction du Parti communiste. Elle est plus proche de la France insoumise que l'est Fabien Roussel. Elle viendra nous expliquer son point de vue sur l'état de la gauche. Chers amis, c'est parti pour la pause, à tout de suite.